Bon, écoutez, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur comment gérer une crise longue comme le Covid de 2019. On va essayer de voir en gros quelle est la spécificité d'une crise longue et comment ça se traite en comparant par rapport à une crise plutôt enfin, plus standard, donc plus courte. Pendant le webinaire, vous allez pouvoir poser des questions. Donc, il y a en bas de votre écran une zone Q&A ou QR, suivant la langue dans laquelle vous êtes. Vous pouvez rentrer dedans vos questions. Vous pouvez voir les questions que les autres ont posées. Donc, vous pouvez même voter pour des questions pour qu'elles soient amenées plus en priorité. On répondra de toute façon à toutes les questions. Vous avez aussi un chat, donc vous pouvez m'envoyer des messages, comme vous l'avez fait pour me dire que vous m'entendiez bien. S'il vous plaît, les questions dans la zone questions et les chats dans la zone chat, sinon je risque de ne pas voir certaines questions et donc de ne pas y répondre. Vous pouvez aussi lever la main, il y a une fonction, lever la main, bon, ça me permettra de, si vous voulez attirer mon attention sur un problème, mais j'espère qu'il n'y en aura pas, d'accord. Après le webinaire, une fois que j'aurai fini ma présentation, je vais répondre aux questions. Pendant ça, j'enverrai un questionnaire sur comment vous avez trouvé le webinaire. Et le webinaire sera enregistré, il sera publié sur YouTube. Je vous enverrai le lien, y compris un lien pour télécharger la présentation si vous le souhaitez. Et je rédigerai un article ensuite qui sera publié sur Medium et vous recevrez aussi un lien vers cet article par la suite. Donc, pour commencer, est-ce que nous sommes dans une crise longue? Quelle est la définition d'une crise longue? Comment est-ce qu'on aborde le problème de la crise longue? Bon, déjà, la crise que nous vivons rentre dans une nouvelle phase. Le déconfinement des populations, la reprise d'activité économique, ça ne va pas se faire immédiatement, ça va être lent et tout le monde s'attend à ce que ça soit relativement long. Il y a en fait une perception un peu contradictoire. À la fois, on est relâché du confinement, donc on est heureux, et il y a peut-être une sensation que la crise est sur sa fin. Et puis, il y a à la fois les autres informations qu'on a, c'est-à-dire on connaît pas tant de choses que ça sur le virus est toujours là, on a des clusters qui réapparaissent, donc visiblement, la crise n'est pas finie, il va falloir s'adapter. Les habitudes de consommation se sont déjà modifiées. On a vu les gens commandent en ligne et restent chez eux, sont en télétravail. Ça amène beaucoup de changements dans nos règles de vie. On va avoir les nouvelles règles de vie qui vont s'imposer dessus, comme la distanciation sociale, le port du masque dans les zones publiques, la disparition plus ou moins temporaire de certaines industries. Par exemple, l'industrie du transport aérien a quasiment disparu de nos vies, sauf pour certains. Alors, je ne sais pas si on peut les traiter d'heureux ou malheureux, peut-être plutôt malheureux en ce moment. L'arrêt d'activité, c'est comme dans toute catastrophe, elle a été brutale, et la reprise, on ne la voit pas avec le même élan. Ce n'est pas comme un tremblement de terre. Un tremblement de terre, vous avez 3 jours, vous avez une journée dans laquelle vous avez le tremblement de terre, puis après, pendant 2-3 jours, c'est le chaos. Les secours s'organisent. Au bout de 2 semaines, vous attendez à avoir la vie d'avant qui revient. Ici, ce n'est pas le cas. On ne s'attend pas à avoir la vie d'avant qui revienne rapidement, et même peut-être pas du tout. On s'attend peut-être même à changer complètement de mode de vie. Enfin, complètement, en tout cas, de façon significative de mode de vie. On n'a aucune visibilité sur la durée de la crise. Si demain, on nous sort un traitement de la maladie hyper efficace, on va d'un seul coup prendre cette maladie comme beaucoup moins dangereuse, donc on va prendre plus de liberté. S'il y a un vaccin qui arrive à la fin de l'année, on va partir sur une autre dynamique. Mais sans vaccin, sans traitement, aujourd'hui, en fait, la fin de la crise est derrière l'horizon. On ne sait pas trop quand elle va aller, on pense qu'elle va être là, il n'y a pas de raison, on s'adapte, l'humain s'adapte à tout, mais ça va être, c'est au-delà de notre vision immédiate. Le gros risque, maintenant, que l'on peut voir, notamment pour nos amis français, c'est pour moi le principal, c'est le risque de mouvements sociaux venant s'ajouter au risque
sanitaire. C'est-à-dire des mouvements de gens qui ne sont absolument pas contents, qui vont vouloir plus d'État ou moins d'État, et ce qui peut amener même des confrontations brutales, soit entre pays, soit entre, je ne vais pas jusqu'à dire une guerre, hein, mais des confrontations d'autres cas d'opinion. Mais les mouvements sociaux risquent d'être assez chaotiques dans les mois qui viennent. Et ça rajoute une couche à la gravité de la crise. On doit donc se préparer à une cohabitation de 12 à 24 mois, c'est ce que les experts semblent dire en tout cas, avec le virus, peut-être plus, si on ne trouve pas de vaccin. On risque, surtout des périodes alternées, et le risque pour moi, c'est les mouvements sociaux, mais aussi une deuxième vague qui amènerait un reconfinement, même partiel, puis un déconfinement à nouveau progressif, puis à nouveau des reconfinements, puis à nouveau un déconfinement, ce qui amènerait un risque de stop and go pour les industries qui serait dramatique. Pendant cette période, nous allons avoir des bouleversements économiques, sociaux, le mode de vie va changer et les sociétés agissant dans ce domaine, pendant cette période, risquent d'être très impactées, voire pour certaines disparaître. Il faut expliquer, on a deux termes qui apparaissent souvent, on parle de résilience et de continuité d'affaires. Les deux termes ne sont pas égaux. On les utilise souvent de façon égale, mais ce n'est pas vrai. La résilience, c'est assez global. C'est une culture d'entreprise. Est-ce que vous êtes capable de vous adapter en cas de désastre, en cas de changement? Est-ce que vous êtes capable de changer pour vous adapter à un nouveau contexte? Ça, c'est la résilience. C'est résister, enfin, survivre à un changement, survivre à un désastre. La continuité d'affaires, c'est beaucoup plus ponctuel. C'est les procédures qui vont permettre, en cas d'arrêt d'activité, de désastre, d'événements brutaux, de pouvoir continuer à fonctionner, au besoin en mode dégradé, et de pouvoir donc de ne pas disparaître complètement de la carte. La résilience va au-delà. C'est une fois qu'on a continué à travailler, comment est-ce qu'on adapte ce qu'on va livrer, quand on va adapter les services qu'on offre pour un nouveau monde de demain ou pour une période transitoire qui va permettre de laisser la société continuer ses activités et au besoin se développer. Il y a encore deux notions importantes qui viennent s'ajouter, qui font partie de la résilience, c'est la gestion des risques, donc détecter les risques, voir comment on peut les anticiper, y répondre, et de l'autre côté, l'amélioration continue, c'est-à-dire une culture qui vous permette de modifier, de vous adapter, d'améliorer vos performances dans le contexte qui se présente pour pouvoir grossir pour une société, de se développer et d'avoir l'activité que vous souhaitez. Voilà une petite comparaison pour montrer bien la différence entre une crise classique. Classique, c'est pas réducteur, hein, des crises classiques, ça peut être un ouragan, ça peut faire beaucoup de morts, ça peut être une épidémie aussi, ça peut être un tas de choses, et une crise longue. La crise classique, la durée de la crise est connue. Quand vous avez un tremblement de terre, vous savez que ça va durer quelques heures, puis en 2 semaines, le monde d'avant sera à nouveau là. Dans un ouragan, vous savez que pendant 2-3 jours, vous allez rester chez vous, il y aura des inondations, il peut y avoir des morts, mais en 2 semaines, pareil, l'électricité va être mise, tout le monde va refonctionner normalement, le ciel sera à nouveau bleu. Dans une crise longue, on sait qu'on est dans la crise, on sait qu'on est rentré et on n'a pas d'idée de quand on va en sortir. On n'a pas la vision d'où est la sortie de crise et d'où elle va venir et sous quelle forme elle sera. Dans une crise classique, le retour au monde d'avant, c'est quelques semaines, on le sait. On s'y attend, on ne s'attend pas à des changements énormes. Dans une crise longue, il n'y a peut-être pas de retour au monde d'avant. Le monde d'avant peut avoir très bien disparu ou disparaître progressivement parce que dans une crise longue, les gens s'adaptent et à ce moment-là, ça peut
amorcer un changement totalement drastique d'habitudes qui font que le monde d'avant ne sera plus là. Les habitudes des clients ne changent pas dans une crise classique. Ils arrêtent de consommer, puis ils reprennent la consommation. Entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Il y a une reprise qui peut être progressive, une qui sera peut-être plus rapide, mais ils vont consommer comme ils consommaient avant. Dans une crise longue, il est quasiment certain qu'une certaine partie des clients ne vont pas consommer comme ils consommaient avant. Ils vont consommer d'une autre façon, ils vont consommer autre chose, ou ils vont économiser plus, et ça peut amener beaucoup d'impact sur les business qui vont peut-être plus avoir de clients, ou des clients différents qui vont demander autre chose. Dans une crise classique, le risque est l'interruption d'activité. C'est le principal risque que vous allez avoir, et donc c'est le risque que vous cherchez à vous battre contre. Dans une crise longue, vous avez le risque d'interruption d'activité, c'est le début, c'est le désastre, okay, c'est pareil. Puis, ensuite, le risque, c'est que simplement, c'est un risque d'obsolescence. Vous n'êtes pas adapté au changement qui va avoir lieu. Et donc, vous ne pouvez pas continuer à fonctionner parce que simplement, vous n'êtes plus adapté, vous devenez obsolète. Dans une crise classique, la société est dans un mode réactif. On réagit à un événement, on se met dans un mode de sauvegarde, puis on attend que ça revienne. Dans une crise longue, vous avez un premier pas qui est un mode réactif, c'est vrai, mais il est très court, puis vous devez entrer dans un mode proactif. Vous ne pouvez pas attendre que le monde seulement redevienne comme avant, ou espérer, parce que ça serait du wishful thinking, ça serait un vœu pieux. Non, vous savez que ça va changer, vous savez, il va falloir que vous adaptez maintenant pour être sûr de survivre demain. Dans une crise classique, il y a assez peu de probabilité pour que des événements brutaux complémentaires apparaissent. Je dis, il est rare qu'après un tremblement de terre, on ait des problèmes sociaux. On peut avoir un problème de pauvreté, de gens qui n'ont plus de logement. C'est très localisé. Dans une crise longue, ça peut être tellement long que le problème social prend le dessus sur l'autre problème, par exemple dans le cas de sanitaire, et à ce moment-là, la crise s'amplifie au lieu de se calmer. Un exemple de crise classique, l'ouragan Dorian en Floride en 2019. Il a duré 3 jours. Pendant 3 jours, les gens étaient chez eux, ils ne pouvaient pas bouger. En 2 semaines, l'énergie a été remise en Floride sans problème. Le tsunami au Japon en 2011. Alors, on va le voir 2 fois, parce que c'est à la fois une crise courte et une crise longue. Crise classique, dans les endroits qui ont été frappés par les tsunamis, la plupart du temps, ils ont déjà été frappés par les tsunamis. C'est un événement, au bout de 2 semaines, 3 semaines, la vie était redevenue plus ou moins à la normale. Certains endroits ont mis 2 mois, mais c'est revenu à la normale. Une crise classique aussi, c'est la protestation des Gilets jaunes en 2019 en France. Là, c'est long. Alors, on peut dire que c'est peut-être une crise longue. En fait, pas vraiment. Ça n'a pas toutes les caractéristiques d'une crise longue. Parce qu'en fait, ça n'a pas ce caractère de changer le marché, de changer le mode de vie. Ça a changé ponctuellement notre mode de vie à certains endroits de France, pas partout. Ça a changé le mode de vie dans les week-ends, pas en semaine. Et ça n'a pas laissé d'impact majeur, à part pour les sociétés les restaurants qui fermaient au bout de tous les week-ends pendant 1 an ont mis la clé sous la porte, ou les gens qui se sont fait casser 10 fois leur vitrine. Mais il n'y a pas eu d'impact global sur la société civile. Une crise longue, l'ouragan Katrina à Nouvelle-Orléans. On dit, c'est quoi la différence entre ouragan Katrina et ouragan Dorian? Dorian, en fait, a heurté la Floride, qui est relativement organisée, et il n'y a pas eu les incidents d'inondation complète d'une grande partie de la ville et de destruction de la ville qui devenait donc plus du tout vivable pour beaucoup. À Katrina, ça a été le cas. Il y a encore des parties de la Nouvelle-Orléans qui n'ont pas été reconstruites, donc 15 ans après. Donc on a toujours des conséquences de cet ouragan après 15 ans, et ça a changé dramatiquement la façon de vivre de toute une communauté de la Nouvelle-Orléans. Maintenant, un deuxième point de vue sur le tsunami de 2011 au Japon, la partie Fukushima. C'est un tsunami, un désastre, qui d'un seul coup
génère un deuxième désastre, et ce désastre a une durée longue, puisqu'on a toujours une zone d'exclusion. À Fukushima, on ne peut toujours pas vivre trop proche de la centrale nucléaire. Il y a donc toujours une partie de la population qui, 9 ans après, sont impactés de façon longue. Donc c'est une crise locale, mais longue. Le Covid-19 est clairement une crise longue. Et là, celle qu'on cite maintenant assez souvent, c'est la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, c'est une crise qui a duré quelques années, mais dont l'impact a été, de façon de se relever, a pris plus de 10 à 20 ans. On a senti, la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, a refaçonné la géopolitique de toute l'Europe, notamment de l'Europe de l'Est. Et donc, aujourd'hui encore, on a les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. On a changé de manière de vivre, que ce soit en Roumanie, en Pologne, etc., de façon durable. Et ce qui s'y passe aujourd'hui dépend beaucoup de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est une conséquence de cet événement. Les étapes d'une crise longue sont connues et faciles à comprendre. C'est d'abord un désastre. Ça soit une épidémie qui démarre, un désastre écologique, comme la fonte des glaciers, d'un gros glacier, par exemple au Groenland, qui ferait que brutalement on passe dans un domaine de fonte des glaciers qui serait irréversible et qui augmenterait le niveau des océans. Tout ça, il y a un désastre. Ça peut être visible à un certain moment, mais c'est toujours, ça commence toujours par là. Puis, il y a une interruption d'activité. Là, on a été mis en confinement. Ça peut être que toute la frange des sociétés le long d'un océan où l'eau monte se retrouve d'un seul coup incapable de fonctionner parce qu'on ne peut plus y vivre, les endroits sont submergés. On a d'un seul coup donc une interruption d'activité. À ce moment-là, on active le plan de continuité, tout de suite. On active ce plan de continuité, ce qui permet de fonctionner en mode dégradé et de continuer à exister, d'être toujours sur la carte des activités. Parce que l'important, c'est d'être sur la carte des activités. Ensuite, on reprend des activités sous un régime de risque toujours présent. Et c'est là la grande différence de la crise longue avec la crise courte. Quand on reprend les activités, il existe toujours un risque. Ça peut être un risque sanitaire, social, physique, si, par exemple, s'il y a des feux, s'il y a des problèmes d'insécurité sociale. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il y a toujours des risques. On va vivre en cohabitation avec un risque pendant des mois et des mois. Et c'est ça qui change. Parce que les gens vont devoir s'habituer à ce risque, vont devoir s'adapter à ce risque, et donc ils vont modifier leur mode de vie. À ce moment-là, les sociétés qui ont développé un mode de résilience peuvent déclencher un genre de mode de résilience. Si on va s'appuyer sur la culture de résilience d'une société pour vraiment gérer la crise longue. C'est-à-dire qu'il va falloir évaluer la situation actuelle et comment elle va évoluer, sachant qu'on n'a que très peu d'informations sur comment on va évoluer. Par exemple, si aujourd'hui, vous dire comment ça va évoluer, est-ce qu'on va être confiné? Est-ce qu'on ne va pas être confiné? Est-ce qu'on va avoir des clusters qui amèneront des confinements locaux? Est-ce que simplement un de mes employés va être déclaré positif et que brutalement tous mes employés vont être mis en quatorzaine? Ce n'est plus une quarantaine, c'est une quatorzaine. Ça, je ne sais pas répondre. Il faut donc que je monte des scénarios et que je me dise voilà les différents scénarios plausibles et ensuite voir comment y réagir. Donc, il va falloir déterminer des actions proactives pour se protéger contre les différents scénarios. Il faut évaluer les conséquences de ces actions, sachant que vous n'avez pas le temps, vous devez les évaluer avant de les prendre. Parce que si vous attendez de les prendre pour les évaluer ou pendant le résultat, vous n'aurez peut-être pas l'occasion de tester deux choses. Il va falloir pouvoir choisir quelle action vous allez prendre, parce qu'une action, vous pouvez au début vous dire « Ah, c'est super si je fais ça, ça va me
résoudre pas mal de problèmes, mais d'un seul coup, ça va générer comment dire, une réaction en chaîne, une réaction en retour qui va être mal perçue. On peut voir aujourd'hui, par exemple, que le gouvernement, de temps en temps, le gouvernement français fait des déclarations et que les déclarations leur reviennent à la figure parce que simplement, ils n'avaient pas vu que ça pouvait être perçu d'une façon ou d'une autre. Une fois que vous avez choisi vos actions, vous allez les implémenter et surtout, continuer à obtenir du feedback, continuer à surveiller la situation pour pouvoir vous adapter au fur et à mesure. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer des scénarios. Il faut faire des scénarios de développement de crise, il faudra faire des scénarios de réponse. Les scénarios de développement de crise doivent donner du sens aux événements. Il faut que ces scénarios de crise vous semblent logiques et que vous permettent de comprendre ce qui se passe. S'il y a des mouvements sociaux, c'est qu'il y a une raison. Et donc, il faut que vos scénarios vous expliquent ce qui se passe. Il faut que dans vos scénarios, vous compreniez ce qui se passe. Ce ne sont pas des scénarios tellement de qu'est-ce qui doit se passer, mais de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui peut générer tel développement de la situation. Ça va permettre d'anticiper l'évolution des événements. Vous devez les comprendre, ce qui se passe maintenant, et anticiper ce qui va se passer. Les scénarios doivent être construits sur une logique implacable, cause-effet, logique bien détaillée, bien développée. Sans catastrophisme, il ne faut pas de catastrophisme, on n'est pas en train de faire un scénario à la Hollywood, il ne faut pas être pessimiste, il ne faut pas non plus être trop optimiste. Il faut être assez balancé et permettre d'avoir donc un scénario qui permettra de comprendre ce qui se passe. Il est très important que les gens que vous allez charger de faire ces scénarios ne fassent pas partie de ceux qui vont décider des actions. Pourquoi? Parce que si ceux qui font les scénarios font aussi les actions, ils vont prendre des actions qui vont confirmer le scénario qu'ils ont créé. C'est un biais classique, un peu une prophétie autoproclamée ou autoconfirmée. Il ne faut pas que les actions soient là pour confirmer les scénarios, ni les scénarios pour confirmer les actions. Parce qu'à partir du moment où vous décidez une action, vous devez faire un scénario de quelles en sont les conséquences. Et si c'est les mêmes qui font le scénario d'origine et le scénario des conséquences des actions, ils vont simplement essayer de converger vers le même point et vous avez perdu un potentiel de critique constructive des solutions. Les points d'inflexion dans les scénarios doivent être identifiés. C'est quels sont les points de risque où s'il apparaît un événement, d'un seul coup, le cours des choses va s'infléchir dans une direction ou dans une autre. C'est, par exemple, on trouve un vaccin, à ce moment-là, les gens s'en remettent à sortir, ils consomment facilement, ils arrêtent de thésauriser, c'est un point d'inflexion. Tant qu'il n'y a pas de vaccin, on continue sur une course qu'on a déjà définie. Il y a un outil qui est parfait pour construire ces scénarios, ce sont les arbres logiques cause-effet. Dans la théorie des contraintes, on a quelque chose qui s'appelle le Current Reality Tree, qui est un arbre. Je vais vous en montrer maintenant un exemple. Alors, un arbre comme ça se lit de bas en haut et doit se lire comme ça. Si de nouvelles impositions pour réouvrir les restaurants existent et que l'épidémie est toujours active, alors les distances entre les tables réduisent le nombre de couverts que l'on peut offrir à un moment donné. Et si l'épidémie est toujours active, alors les gens ont peur de la contagion. Et on passe à ce moment-là au deuxième étage. Si les distances entre les tables réduisent le nombre de couverts et les gens ont peur de la contagion, alors moins de couverts sont servis dans une journée, donc le chiffre d'affaires de service à la table est en chute libre, ce qui, avec les autres conditions que j'ai indiquées là, amène au fait que d'abord, il y a un manque immédiat de cash puisque le restaurant est fermé, il ne peut pas servir à table. Deuxièmement, il y a une perspective qui est très peu favorable à une reprise. Et donc, est-ce qu'il y a un réel intérêt à réouvrir? Ce qui explique peut-être pourquoi des restaurants ont déjà jeté l'éponge avant même que le gouvernement ait décidé de réouvrir. Maintenant, une fois qu'on a un scénario comme ça, donc
Normalement, un scénario sera bien plus détaillé. Il y aura bien plus de cases. Là, c'est juste pour démontrer comment c'est construit. À ce moment-là, vous allez bâtir maintenant votre plan d'action. Sur la base de ce scénario, vous allez essayer de voir quels sont les éléments dans ce scénario que vous pouvez contester, que vous pouvez corriger, que vous pouvez, par une action, vous pouvez modifier, et vous allez injecter cette modification dans le scénario, dans l'arbre logique, et vous allez reconstruire cette même logique pour aller jusqu'à la conclusion et voir comment la situation va évoluer. Est-ce que ce que vous avez injecté est suffisant? Est-ce que vous avez besoin d'ajouter d'autres actions, de combiner plusieurs actions pour amener des effets positifs? Dans ce cas-là, pareil, c'est un autre type d'arbre logique qui se ressemble totalement, mais qu'on appelle Future Reality Tree, donc l'arbre de réalité future dans la théorie des contraintes, qui permet sur la base de votre scénario et sur la base de vos actions, déjà de prévoir l'évolution et vraisemblablement déjà de détecter des problèmes potentiels avant même d'avoir eu à implémenter la solution. Donc, ça veut dire que vous pouvez même peut-être invalider la solution avant même d'avoir à payer ou d'avoir même à essayer de l'implémenter. Donc, c'est un effet de prédiction et de prévision et d'anticipation qui est tout de même très favorable dans une période qui peut être très chaotique parce que tout peut changer du moment à l'autre. Et s'il fallait essayer une solution et voir ce que ça donne avant d'essayer une autre, vous auriez quand même peu de chances de vous en tirer. Avec une méthode de ce style-là, vous allez réussir à tester vos solutions et voir ce que ça donne. Alors, voici un exemple de ce que ça peut donner. En vert, il y a les injections. Et donc, ces injections vont amener une nouvelle logique dans l'arbre. Par exemple, on est toujours au même point qui dit que moins de couverts sont servis à un instant donné. Mais le fait qu'on ouvre en continu pendant la journée, alors c'est vrai que pour les gens qui habitent en Roumanie, c'est une évidence que les restaurants sont déjà ouverts toute la journée. Mais en France, je me rappelle de certains coins en France où si on veut déjeuner après 13h30 ou dîner avant 18h, il ne faut même pas rêver, vous trouverez rien d'ouvert. Donc peut-être qu'en ouvrant, en faisant une ouverture continue par journée, on pourra faire 4 services au lieu de 2. Même si moins de couverts sont servis à un instant donné, le nombre de services compense partiellement le manque de place. À ce moment-là, le chiffre d'affaires de service à la table est inférieur comparé avant, mais moins inférieur qu'auparavant. Donc il y a comme une amélioration. On n'est plus en rouge, on est en orange. De l'autre côté, d'autres idées, par exemple, organiser un service type chef à la maison ou type service à la maison, où les gens pourraient passer commande et vous les servez à table, mais à leur table. Ou l'ouverture de la cuisine pour vente à emporter en ligne, ce qui permet de conserver un flux d'activité, qui va permettre un chiffre d'affaires complémentaire entre le chiffre d'affaires à table qui est inférieur, mais mieux que si on n'avait pas augmenté l'ouverture dans la journée et ce chiffre d'affaires complémentaire. On a des perspectives de reprise qui sont améliorées, on a un flux de cash immédiat par la vente en ligne, et ça veut dire que la réouverture peut être plus facilement envisagée. Alors, pareil, c'est un scénario qui est très simplifié. Je veux dire, la situation à restaurant peut être bien plus complexe que cela, mais c'est juste pour illustrer. Donc, en amenant des solutions, on va, par un peu un effet de domino, on va modifier tout ce qui est logique de cause à effet, et en fait, en modifiant les causes, on va modifier les effets. Il faut donc essayer de trouver, quand on a, je reprends le scénario, il faut trouver en fait des actions qu'on va mener le plus bas possible, donc le plus en amont possible, pour avoir le maximum d'impact, pour que le domino, les dominos abattus soient le plus nombreux possible. Il vaut mieux chercher quelque chose qui agit sur quasiment la totalité du scénario que des petites choses ponctuelles faites. Par exemple, si on regarde
l'idée que le gouvernement va donner une prime et va verser de l'argent au restaurant, c'est quelque chose qui rentre à la case manque de cash. Mais ça ne résout pas le problème à long terme. Ça ne résout que le problème maintenant. Donc, s'il n'y a pas de plan à long terme et d'action pour améliorer le long terme, l'apport d'argent, simplement, on va dépenser l'argent et au bout de 2 mois, on est exactement au même point et il ne s'est rien passé. Donc, une fois qu'on a fait ça, il ne faut pas s'arrêter parce que il faut rentrer ces modifications et ces actions correctives, ces actions proactives dans la culture. Il faut absorber ces actions dans la culture, changer la culture de l'entreprise pour construire une résilience. Alors, construire une résilience, ce n'est pas la reprise d'activité, on l'a vu, la résilience, c'est bien plus large. Ce n'est pas juste éviter les suppressions d'emplois ou les pertes de chiffre d'affaires, c'est vraiment changer la culture de la société, amener un mode de fonctionnement, un mode de réflexion qui va permettre à la société de reconstruire son futur au fur et à mesure qu'elle avance, de s'adapter aux événements, s'adapter aux changements et de s'adapter dans un monde dont elle n'a pas encore la connaissance. Parce que dire comment je vais m'adapter à un monde que je connais, que je peux décrire, c'est facile. Maintenant, comment mettre en place la culture, la philosophie, le mode de fonctionnement qui vont me permettre d'adapter au fur et à mesure que j'avance la société pour qu'elle soit le mieux adaptée au monde qui est en train de se construire, c'est beaucoup plus difficile. Et ça demande à changer l'organisation. La résilience, c'est la seule façon d'avoir une vision à long terme. À quoi ça sert d'avoir une vision à 5 ou 10 ans, de faire un joli business plan avec un tas de chiffres, on sait très bien qu'on ne les tiendra pas, de jolies couleurs, d'avoir des tableaux énormes sous Excel, des jolis graphes et avoir un joli PowerPoint, si c'est de toute façon pour n'avoir même pas les moyens, ni la structure, ni l'organisation qui vous permettent de survivre à la prochaine crise, quelle qu'elle soit, ou à la prochaine modification de crise. Il faut la résilience aujourd'hui est mise en évidence par une crise longue. Mais en fait, elle a toujours été nécessaire. Parce qu'il y a toujours des petites crises, toujours des petits ajustements qui sont nécessaires. Or, on a très peu de sociétés qui ont basé la résilience. Alors, les principes fondamentaux de la résilience, c'est quoi? C'est une vision partagée et une clarté de la raison d'être. La société, elle a une raison d'être. Vous voulez faire un certain type de service, offrir un certain type de service ou de produit, et vous voulez qu'elle survive. Le fait de devoir faire du profit maintenant et encore plus dans le futur, c'est un outil pour assurer la survie. Ce n'est qu'un symptôme, c'est une mesure du succès de votre vision et de votre culture. Il faut que la société soit capable de comprendre et d'influencer son contexte. Ça peut être du lobby pour un contexte légal, ça peut être aussi être suffisamment reconnu pour amener une modification dans les comportements et dans les produits. Par exemple, une société comme Tesla a influencé son contexte parce que produire une voiture électrique, c'est bien, mais produire une voiture électrique et mettre en place un réseau national de chargeurs ultra rapides, c'est nettement mieux en fait. On a influencé le contexte qui permet aux gens d'acheter des voitures électriques. Parce que si Tesla n'avait pas mis en place un réseau de charge, vraisemblablement, il aurait vendu nettement moins de voitures, puisque les gens pouvaient juste se recharger chez eux. Il faut un leadership efficace, partagé, surtout discipliné. Ce n'est pas l'individualisme, là, c'est un leadership global, un leadership à tous les étages. Dans votre société, votre organisation, il doit y avoir la lumière à tous les étages. Il ne faut pas avoir une ampoule tout en haut qui va éclairer tout le monde en bas. Non, tout le monde doit participer à la lumière, à la clarté, à donner la direction et, si possible, avoir la même direction. Parce que si vous avez des directions séparées, ça ne marche pas. Une culture d'amélioration continue et qui reconnaît le besoin de résilience. Si les gens
n'ont pas l'idée qu'il faut s'améliorer, si vous avez tout le temps affaire à la réponse de « oui, mais ça fait 20 ans qu'on fait comme ça, donc pourquoi est-ce qu'on changerait ?» Eh bien, on va changer parce que ça va améliorer quelque chose. Et la théorie des contraintes amène aussi pas mal d'outils là-dessus. Il faut que la société ait une capacité d'anticiper les changements et les gérer. C'est-à-dire que les scénarios que vous faites en cas de crise, faut peut-être les faire aussi quand il n'y a pas de crise, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir détecter le fait qu'il peut y avoir un changement qui peut être subtil, qui peut être lent, et si vous pouvez anticiper, vous allez surfer cette vague avant tous les autres, et donc mieux vous placer. Il est aussi important dans une compagnie qui a une certaine résilience d'avoir une connaissance des informations qui soit correctement partagée. Ce n'est pas le but que tout soit ouvert. Il peut y avoir des secrets d'entreprise, il peut y avoir des gens qui ont des informations et d'autres qui ne les ont pas. Mais globalement, les informations que tout le monde a, il faut toujours se demander, est-ce que l'information doit être publique ou pas? C'est que l'information doit être par défaut publique et on se demande, est-ce qu'en fait, il ne faut pas la cacher un peu? Mais par défaut, elle doit être publique. Il faut aussi les bonnes ressources. Alors, je vois qu'on a beaucoup de questions. Les outils de gestion de crise longue et la résilience, eh bien, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que depuis 2016, on a vu apparaître beaucoup de standards qui parlent de la continuité d'affaires et de la résilience. On a l'ISO 22301 sur la continuité d'affaires, la 313 aussi, la 316 qui parle de la résilience et la 31000 sur la gestion des risques. Un très bon outil que je vous conseille, ça fait 25 ans que je l'utilise, c'est la théorie des contraintes. C'est une philosophie de management qui est assez peu connue malheureusement, mais qui est particulièrement efficace. Un autre outil qui a l'apparence d'être seulement pour le soft, mais en fait non, c'est la philosophie qui est derrière qu'il faut utiliser. C'est la philosophie open source. La philosophie open source de partage, de flexibilité des ressources, ça c'est très utile. C'est très utile pour construire votre résilience, ça va permettre d'adapter votre force de travail, d'adapter vos ressources et d'avoir le partage des informations et aussi le fait de pouvoir distribuer vos ressources et donc d'amortir vos risques. D'ailleurs, l'utilisation de ces outils sera abordée dans le webinaire de la semaine prochaine, construire sa résilience par la théorie des contraintes, et je ne peux évidemment que vous conseiller d'y participer. En tout cas, je serai avec plaisir que je vous y verrai. En conclusion, on a fait comme que gratter la surface, il y a beaucoup à dire, mais on ne va pas en parler pendant des heures, ça deviendrait un peu trop aride. Mais la gestion d'une crise longue a besoin d'une approche spécifique, ce n'est pas une crise courte. Ce n'est pas un tremblement de terre, ce n'est pas une manifestation dans la rue, c'est une crise longue, ça peut durer des années. Et on n'en voit pas la fin. La grande caractéristique, c'est que vous n'avez pas de vision de la fin. La fin est derrière l'horizon. Elle est bien plus vaste que seulement la continuité d'affaires. La continuité d'affaires vous permettra de vivre les premiers jours, pas en continu. Elle nécessite une anticipation des changements résultants. Elle nécessite une anticipation aussi de vos réponses. Vous avez besoin d'une organisation spécifique pour assurer votre résilience et elle laissera une marque profonde sur les sociétés qui survivent, mais elle peut aussi les rendre plus fortes. Elle peut vous amener des opportunités et elle peut vous permettre de vous trouver une place plus sûre dans la société qui va se créer et qui va se relever de cette crise. Parce que la société humaine, de toute façon, se relèvera. De toute façon, elle se relèvera. L'homme est résilient par nature. Donc, quand la société civile va se relever, elle sera peut-être différente. Et si vous avez pu saisir les opportunités, à ce moment-là, vous pourrez en profiter et vous allez en sortir renforcé, tout comme la société civile qui va aussi être renforcée par cette crise. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Une quarantaine de minutes. Maintenant, on va passer aux questions. Alors, juste pour rappel, les prochains webinaires, si je vous demande
Si vous voulez bien remplir une petite évaluation, elle sera ouverte jusqu'à ce qu'on arrête. Maintenant, passons aux questions. Alors, la première question, à quel moment de la crise peut-on déterminer si on est dans une crise classique ou longue? Eh bien, dans une crise classique, la crise classique, elle est très courte. Donc, vous avez un désastre et la reprise revient très vite. Je suis persuadé, et en fait, vous avez vu, par exemple, en France, quand on a confiné, le gouvernement a dit on va confiner pour 2 semaines. Tout le monde considérait c'est une crise courte, on va s'arrêter 2 semaines, on va reprendre. Et brutalement, le gouvernement a dit ben non, en fait, on va durer 2 semaines de plus, mais peut-être plus en fait. Et en fait, on a quand même été confiné 2 mois. Eh bien, au bout de 2 semaines, quand d'un seul coup on vous dit ben non, en fait, on va confiner plus, mais on ne sait pas vraiment comment. On sait maintenant qu'on a un virus et qu'on n'a pas de vaccin, qu'on n'a pas de traitement. Donc, brutalement, vous vous rendez compte que c'est une crise longue. Dans les 2 premières semaines, la continuité d'affaires, si vous étiez prêt dans ce domaine, vous a permis de survivre et de protéger votre société, d'avoir un mode de fonctionnement et un service peut-être dégradé, mais qui a permis de la survie. Et effectivement, maintenant, vous détectez que c'est une crise longue et vous passez en mode long. Imaginons ça par exemple pour un ouragan. Vous avez un ouragan, vous habitez en Floride, vous avez un ouragan tous les ans. Donc vous dites, c'est pas un problème. Puis brutalement, vous vous rendez compte qu'on se rend compte pendant l'ouragan qu'il est plus fort que prévu, il détruit l'infrastructure, il n'y a plus de pont pour rentrer ou sortir de votre ville, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau potable. D'un seul coup, vous dites, on ne va pas revenir en 10 jours, on va revenir en longtemps. Alors, ça, c'est la différence d'une crise longue et une crise courte. Effectivement, la crise longue, on la détecte après le désastre. Maintenant, le commentaire sur les gilets jaunes. On peut effectivement considérer que les gilets jaunes étaient une crise longue parce qu'elle a duré longtemps. Maintenant, elle était intermittente, c'est-à-dire c'était le week-end et c'était le week-end et en semaine, on fonctionne à peu près normalement. Maintenant, est-ce qu'on peut considérer qu'elle a laissé une empreinte importante sur la société? Je ne pense pas que ça soit un élément de changement sociétal. Si vous aimez les films catastrophes, quand on parle de la Terre heurtée par un météore, etc., on parle d'un événement pouvant causer une extinction de masse. Eh bien, une crise longue, c'est un événement pouvant créer un changement sociétal. De la même façon, il a le potentiel de créer un changement sociétal, en tout cas local, mais surtout global, quand c'est des crises vraiment importantes, comme la Deuxième Guerre mondiale ou le Covid. Les Gilets jaunes n'ont ni changé nos habitudes. Entre 2 manifestations, les gens vivaient normalement. Ils se demandaient juste, ça a changé un petit peu les habitudes pendant les week-ends parce qu'ils allaient prendre leur café ailleurs que sur les Champs-Élysées. Et une fois que la crise des Gilets jaunes s'est éteinte, eh ben, il ne s'est pas passé grand-chose d'autre. Ça n'a rien changé, on a repris nos vieilles habitudes et c'est tout. Donc voilà pourquoi je ne considère pas vraiment que les Gilets jaunes sont une crise longue. Maintenant, si j'avais été restaurateur ou que j'avais eu un magasin sur les Champs-Élysées, j'aurais peut-être une autre opinion. Mais globalement, au niveau société, je ne pense pas que ça en soit. J'espère avoir répondu à cette question. Ensuite, principes fondamentaux de la résilience. Les entreprises sont très dépendantes des comportements des marchés financiers. À quel point cela influence son comportement lors de la crise? Alors, c'est vrai qu'on est dépendant des marchés financiers, mais de l'autre côté, les marchés financiers sont très dépendants de nous.
Et dans la crise du Covid, je vois quelque chose qui m'inquiète particulièrement. Si vous avez suivi un peu ce qui se passe sur les marchés récemment, il y avait une société, je crois que c'est Gleal, qui fait le Redensivir, qui est l'un des antiviraux auquel on pensait qu'il allait pouvoir amener un traitement au Covid. D'abord, il y a eu une annonce que on ne voyait pas trop de résultats avec le Redensivir, donc l'action a baissé. Puis, la société a annoncé, mais non, les résultats sont plutôt encourageants, il n'y a aucun problème. L'action a remonté. Puis ensuite, on a dit, ah ben non, mais il est possible qu'on retire même de l'essai Discovery en Europe. L'action a rebaissé. Puis les Américains ont annoncé, non, dans les résultats qu'on a, on a un super succès. L'action a remonté, maintenant on n'entend plus parler. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas en train d'observer le fait que c'est plutôt l'inverse? Qu'en fait, les sociétés utilisent la crise et essayent de créer du buzz pour influencer les marchés, parce que les marchés étant plus volatiles, deviennent donc plus faciles à influencer. L'action Sanofi par l'annonce de « Ah, on va avoir un vaccin, s'est envolé », puis non, on va proposer qu'aux Américains, ils se sont pris une claque. C'est remonté après. Après, je suppose que le fait que Donald Trump annonce que maintenant il prend de la chloroquine refera monter l'action de Sanofi. Mais en fait, la réaction des sociétés lors d'une crise longue, elle doit être focalisée sur le marché physique, pas le marché, comment dire, pas le marché financier. Alors, elle peut dépendre du marché financier pour trouver des financements, etc. Mais elle doit surtout penser que sa survie ne doit pas dépendre des financements et des aides d'État, mais doit dépendre de ce qu'elle va faire et des actions qu'elle prend. Parce que si on ne compte que sur les aides d'État, c'est un pansement sur une jambe de bois et ça ne va pas fonctionner bien très longtemps. Donc, je pense plutôt que c'est les marchés financiers en période de crise, c'est un territoire dangereux parce que simplement la volatilité y est extrême. J'espère avoir répondu à cette question. Alors, principes fondamentaux de la résilience. Qu'en est-il de la conservation de ces ressources humaines pendant une telle crise? La peur du contexte peut amener beaucoup de personnes à chercher à changer l'entreprise. Alors, oui et non. D'un côté, les gens peuvent se dire oh là là, ma société a été très impactée, donc je vais m'en aller. Je vais essayer de trouver une autre société. Maintenant, en période de crise, trouver une société qui va embaucher, c'est quand même pas facile. C'est pas donné. Et la plupart des gens vont rester dans un domaine plutôt de précaution. On disait récemment que les Français thésaurisaient beaucoup pendant le confinement, donc dépensaient quasiment pas et faisaient des réserves. Et on a vu qu'en gros, ils ne consomment pas beaucoup non plus à la sortie du confinement. Donc, ça peut venir aussi d'un stress, d'une sensation un peu de peur du futur. Et donc, les gens vont être peu enclins à bouger, à moins qu'ils y soient forcés. C'est vrai que le type qui est mis aujourd'hui en chômage partiel et où l'entreprise le prévient que pour l'instant, tu es en chômage partiel parce que le gouvernement paye le chômage partiel, mais à partir du 1er juin, il ne paiera plus et donc ton chômage partiel va se transformer en chômage complet. Là, effectivement, il risque de chercher à changer l'entreprise. D'autres, pas forcément. Maintenant, je pense que l'un des grands changements du Covid, c'est que pour les métiers qui permettent le télétravail, il n'y aura plus le fait de chercher forcément une entreprise dans les environs, mais vous pourrez facilement, par exemple, vous faire embaucher par une société, je sais pas moi, d'Australie ou de Nouvelle-Zélande ou d'États-Unis ou anglaise,
tout en restant en France et en télétravaillant. Ce qui permettra aux sociétés d'aller chercher des talents là où ils vont les trouver et non pas dans la zone où ils peuvent être un peu limités et où, parce qu'ils sont mis en, je sais pas moi, en plein milieu de la cambrousse anglaise, que ça n'attirera pas forcément les talents. Euh, Après, je pense aussi que la façon dont vous traitez et dont vous communiquez avec vos ressources humaines pendant une période de crise va amener le fait qu'elle restera ou non avec vous. Si vous communiquez mal, si vous ne communiquez pas avec vos ressources humaines, à ce moment-là, les gens auront peur du vide et vont essayer de se trouver un endroit plus confortable. On a peur du silence. Vous savez, entrer dans une réunion et laisser rester silencieux pendant 3 minutes, vous allez voir qu'il y en a certains qui vont commencer à bouger sur leur chaise. Bon, bah, c'est la même chose. On n'aime pas le silence. Si la société ne communique pas avec nous, on a l'impression qu'elle cache quelque chose. Et donc, c'est là où c'est dangereux. C'est là où c'est le plus dangereux. Parce que là, vous pouvez perdre les talents que vous avez eu du mal à capter avant. J'espère aussi avoir répondu à la question. Alors, autre question. Qu'en est-il des organisations publiques? Je pense en particulier à la recherche publique qui n'amène pas forcément de revenus directs, c'est beaucoup d'investissements. Elle n'a pas la souplesse d'entreprises publiques ou privées. Alors, la recherche genre CNRS, je pense, ou des choses comme ça. Bah, en fait, elle est sur des revenus d'État. Alors, on a vu aujourd'hui dans cette crise que les gouvernements étaient capables de générer de l'argent à un rythme assez ahurissant. Et je pense quelque part d'ailleurs qu'on n'a pas d'idée de ce qui va se passer parce qu'on a créé quelque chose comme 5 ou 6% du PIB mondial, d'argent qui n'est baqué par rien. Et donc, ça peut très bien avoir des conséquences dans le futur qu'on n'a pas vraiment bien mesuré, surtout que cet argent qu'on a généré va profiter en gros à une dizaine de pays. Les autres n'auront pas le droit de faire quoi que ce soit. Ou elles auront une aumône. Euh, c'est un peu comme ce qu'on nous annonce maintenant sur l'Europe, hein, ce qui est bien. Les 500 milliards qu'on annonce sur l'Europe, c'est parfait. Sauf que l'Allemagne vient de générer 1000 milliards pour ses entreprises et on va partager à 15 ou 16 autres pays 500 milliards. Bon, mais à part ça, euh, effectivement, il y a un risque que des recherches dans lesquelles on ne voit pas un lien immédiat avec un intérêt. Par exemple, des recherches mathématiques théoriques, des recherches liées à des choses qui seraient jugées non impérieux ou non prioritaires, se trouveront avec moins de financement, auront plus de mal à se financer pour continuer. Je ne pense pas que dans la recherche publique, on va avoir des budgets déjà alloués retirés, mais par exemple, certains budgets vont avoir du mal à être renouvelés, reconduits, quand il s'agit de sujets qui n'auront peut-être pas l'intérêt des autorités à ce moment. Par contre, d'autres sujets, par exemple, je pense que certaines recherches médicales ou certaines recherches dans les énergies renouvelables vont bénéficier de cette manne qui a été créée et qui va couler dans ces domaines. Donc, il risque effectivement d'avoir des perdants et des gagnants dans le domaine de la recherche, public ou privé. Privé aussi, parce que je pense qu'on risque d'avoir un certain refondement de certaines recherches privées. Par exemple, la recherche pharmaceutique, on risque de se poser un jour la question si le développement de médicaments tel qu'on l'envisage aujourd'hui est la bonne façon de faire. Par exemple, il faut quand même savoir qu'il n'y a aucune recherche de vaccin sur le coronavirus qui correspond au rhume. On n'a jamais cherché le vaccin.
parce que c'était pas un vaccin, c'est pas rentable. C'est beaucoup plus rentable de vendre du Doliprane. Sur le MERS, qui est quand même une maladie qui est endémique, elle revient régulièrement, hein, elle est transmise, son réservoir animal, c'est le dromadaire, elle réapparaît régulièrement au Moyen-Orient, et pourtant, on a un an après la première épidémie, on a arrêté la recherche sur les vaccins, parce que simplement, c'était jugé peu rentable. Aujourd'hui, les mannes d'État, l'argent d'État coule à flot dans la recherche sur le vaccin du coronavirus. Maintenant, si on trouvait un traitement qui soit réellement très efficace et qu'on arrivait à endiguer l'épidémie, est-ce qu'on continuerait à chercher un vaccin? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il soit normal d'orienter les recherches en fonction non pas d'une vision à long terme, comme on devrait avoir, parce que la recherche est un phénomène long, mais dire que la recherche est assujettie à un profit quasiment instantané, un retour sur investissement, notamment dans le domaine pharmaceutique et médical, est quand même gênant. Voilà, j'espère aussi que j'ai répondu à votre question. Alors, quand j'ai testé cette présentation sur des gens, ils m'avaient posé deux autres questions. Je voulais vous en parler 2 minutes. La première, c'était comment peut-on être sûr que le scénario va bien se passer comme prévu? Une fois qu'on a fait, j'ai fait mon arbre logique. Est-ce que je suis sûr que ça va fonctionner et qu'il va bien se passer comme ça? Eh bien non, parce que dans une crise longue, il peut se passer n'importe quoi, n'importe quand. Je veux dire, on a une crise sanitaire et brutalement se déclenche une crise sociale, on ne l'a pas forcément vu venir. Et ben non, c'est pour ça qu'en fait, le scénario doit être adapté régulièrement. C'est un travail continu. C'est presque un travail à temps plein, presque chaque jour, regarder les informations et injecter les nouvelles informations dans le scénario de crise qu'on a créé. En fait, au lieu d'injecter des actions, là, on va injecter des informations qu'on a eues dans la presse, dans les nouvelles réglementations, etc., et redévelopper la logique quasiment en permanence. Donc, non, on ne peut pas savoir à l'avance si ça va fonctionner. Les indicateurs de résilience, on va demander, est-ce qu'il y a des indicateurs de résilience, des indicateurs de qualité, etc. Eh bien, il n'y en a pas, en fait. C'est difficile parce que, en fait, la résilience, c'est une culture. Une culture d'entreprise, c'est un mode de fonctionnement global. Donc, il est difficile de lui fixer des indicateurs clairs. Mais il y a quand même des façons de savoir, de détecter si on est résilient ou pas et à quel niveau de résilience on a atteint. Et ça, c'est l'objet du webinaire la semaine prochaine. Voilà, donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Et j'espère vous voir dans les autres webinaires. Ou si vous voulez avoir plus d'informations ou qu'on discute directement, peut-être que j'intervienne dans vos sociétés, si vous avez besoin de moi, vous me contactez, vous avez mon email. Et je vous souhaite une bonne continuation, que cette crise longue ne soit pas trop dure pour vous et que vous en sortiez plus fort. C'est ce que je souhaite vraiment à tout le monde. Je vous remercie et à bientôt.